Madame, Monsieur, bonsoir. Tournée du président français en Afrique et coopération maroco-européenne sont au menu de questions d'actu ce soir. Quel bilan pour Emmanuel Macron en Afrique centrale? A-t-il réussi, sur cette partie du continent du moins, à redorer l'image de l'Hexagone? Le président français s'est refusé à désigner clairement la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Comment faut-il interpréter cela? Comment lire le refus du positionnement de Paris sur des questions très importantes en Afrique, telles que celle du Sahara marocain, comme d'ailleurs insinué et assumé par Emmanuel Macron au Gabon? La réponse avec nos experts dans cette émission. Il s'agit aussi d'analyser les contours du partenariat renouvelé entre le Maroc et l'Europe, et ce suite à la visite concluante la semaine dernière à Rabat du commissaire européen au voisinage. Et j'accueille à présent les experts pour analyser ces deux sujets d'actualité. Tout d'abord, professeur de droit et politologue, consultant, maintenant qu'on ne présente plus, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'accueillir à nouveau sur ce plateau de questions d'actu professeur Zakaria Abou Dahab, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Abou Dahab. Bonsoir, Madame Khadija. Ça va? Très très bien, merci. Alhamdoulilah. Et avec nous par Skype depuis Casablanca, professeur Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA ou l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija. Alors, messieurs, question à propos du premier sujet d'actualité. C'est la fin de cette tournée centrafricaine d'Emmanuel Macron. Quel bilan? Mostafa Sahimi, on commencera par vous. C'est une visite qui a été faite donc par le chef d'État français du 1er au 5 mars courant. Je serais tenté de dire ceci. Tout ça pour ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je ne vais pas être diplomate. Le contraire m'aurait étonné. Merci de ces amabilités. Et je voudrais dire que c'est un voyage pour rien, finalement. C'est un voyage pour rien parce qu'il est parti avec des déclarations qui avaient été faites 2 jours auparavant lors d'une conférence de presse tenue à Paris. Il a fait son voyage et, résultat des courses, si je puis dire, le bilan est ce qu'il est. Plus encore, je crois que ça a contribué à cristalliser davantage le ressentiment des populations africaines, on va y revenir évidemment, mais aussi le fait que la France, sur ce plan-là, la France de Macron, n'a pas réellement une politique conséquente en direction de l'Afrique. On pensait que c'était un discours et une démarche et un voyage en dans parlant le de cadre... discours, justement, son discours, il était un peu contrasté par rapport aux ambitions annoncées. C'est-à-dire que la France ne sera plus ou n'aura plus cette attitude paternaliste envers les pays africains. Or, le discours d'Emmanuel Macron, les discours d'ailleurs qu'il a prononcés dans les différentes haltes qu'il a eues pendant cette tournée, ont été très critiqués à cause justement de cette attitude un peu paternaliste française, quoi. Vous avez raison de le relever. Les peuples africains ont de la mémoire et se souviennent de ce qu'il avait déclaré en novembre 2017 à l'université de Ouagadougou. Il a fait un discours important, donc, notamment sur la fin de la France-Afrique. Il avait paru montrer à cette occasion-là du déterminisme, la volonté de changement, peut-être même de rupture avec une certaine politique traditionnelle de la France. Et sur ce plan-là, ce qu'on a vu cette fois-ci, évidemment, n'est pas conforme aux principes énoncés en novembre 2017 à Ouagadougou. Il a pourtant recommencé à gérer ce même discours à Libreville et ailleurs en disant « oui, la France-Afrique, c'est fini, nous voulons de nouveaux rapports, etc. » Or, la pratique diplomatique française ne permet pas de confirmer ces professions de foi formulées en novembre 2017 et réitérées avant son voyage en Afrique. À quoi tient cette situation ? Ça tient, je crois qu'il faut connaître, me semble-t-il, l'univers culturel et politique de Macron. C'est un homme de la banque. Oui.
C'est un homme qui est familier plus avec le monde de la city des multinationales qu'avec l'Afrique. Il a cet avantage de ne pas assumer l'héritage de la France-Afrique. C'est un avantage, mais à condition que ça soit compensé par une nouvelle approche. Il a une nouvelle approche annoncée, mais qui ne va pas au-devant des attentes et des aspirations des Africains. Très bien. Ça a été relevé. Nabil Adel, quand Emmanuel Macron parle de passer d'une séquence de la France gendarme à la France business, est-ce qu'on peut dire que les résultats de cette tournée en Centrafrique, ou en Afrique centrale plutôt, pardon, a démontré, ou plutôt ce sont des résultats plutôt portés économie et business, comme d'ailleurs on peut aussi décrire ce président français, quelqu'un qui est très orienté business. Est-ce que finalement, bon, peut-être sur le côté diplomatique, les résultats ne sont pas très probants, mais qu'en est-il du côté économique et business? Et est-ce qu'on peut dissocier la France gendarme de la France business en Afrique? C'est ça la question, en fait. Écoutez, je pense que, comme l'a rappelé le professeur Sremi, de par le background de M. Macron, qui vient du banque d'affaires, une banque d'affaires qui facilite le business et structure des dossiers de business, mais des business privés. Or, pour faire du commerce entre nations, l'approche est beaucoup plus compliquée. Parce qu'il faut qu'il y ait une base de confiance, un historique apuré, et puis des relations qui dépassent le simple cadre des échanges financiers formels. Donc, il faut tout un cadre à mettre en place pour pouvoir faciliter ces échanges. Bon, maintenant, par le passé, on forçait les pays à s'engager dans ces échanges à travers la colonisation, l'invasion, d'autres mécanismes. Aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Et donc, les pays qui font du commerce doivent le faire sur une base stable. Or, même si le président Macron n'assume pas le lourd héritage de la France-Afrique, mais en tant que président français, comme le disait à juste titre le général de Gaulle, j'assume de Clovis jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que lui, il incarne la France. Il n'est pas la France, mais il incarne la France. Et à ce titre-là, il doit assumer son passif. Et aujourd'hui, quand on voit la conférence de presse, c'est une conférence qui parle que du passif. C'est une conférence de presse qu'on n'aurait pas pu voir si c'était un dirigeant chinois, par exemple, qui était aux côtés du président Tshisekedi. Donc la France passe beaucoup de temps à défendre des situations de passé plutôt qu'à faire du business. Maintenant, pour faire du business, effectivement, il faut avoir une économie puissante, ce que la France a, mais la France est déclassée d'un point de vue économique. Quand le rouleau compresseur américain ou chinois arrive, la France devient un pays d'une taille relativement modeste par rapport à ses ambitions de ces grands pays. Or, la France a vécu sur un héritage qu'elle n'a pas su développer parce qu'elle a voulu maintenir cette France-Afrique, que dans cette France-Afrique, il y ait un précaré qui est réservé à la France. Or, alors justement, Nabil Adel, c'est intéressant oui. parce que justement, lors de cette même conférence de presse, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Nous avons notre place à jouer, donc en Afrique, ni plus ni moins ». Finalement, en fait, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup plus moins que plus. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est le terrain de bataille des grandes puissances au XXIe siècle. Donc, on l'a vu avec la crise de 2008, et maintenant, ça se confirme davantage. Donc, toutes les grandes puissances ont des ambitions en Afrique. Et la France n'a plus autant de cartes à faire valoir dans cette guerre. Et mieux encore, les cartes qu'elle avait, elle est en train de les dilapider. Quand la France avait une position très confortable au lendemain des indépendances, au lieu d'aller vers un grand plan Marshall pour l'Afrique et de développer cette Afrique qu'elle avait colonisée et en faire un terrain de respiration économique naturelle pour ses entreprises, pour son économie, elle en a fait des pays dans un état de basalité plus ou moins avancé sur le cas, avec un franc CFA qui ligote l'indépendance économique de ces pays. Et aujourd'hui, non seulement elle perd sa présence en Afrique, mais même si elle devait maintenir cette présence, elle va la maintenir sur des États qui ne sont pas aussi puissants que, par exemple, ce qu'a fait la Grande-Bretagne avec ses anciennes colonies. La Grande-Bretagne, je peux compter sur un grand pays comme l'Inde, un grand pays comme le Canada, n'oublions pas que les États-Unis étaient une ancienne colonie française, l'Australie aussi. Donc, elle a permis à ses anciennes colonies de se développer. Aujourd'hui, ça lui donne un espace de respiration naturelle. Or, la France n'a pas adopté la même politique. Et aujourd'hui, quand bien même elle rétablirait
ses relations avec les pays d'Afrique, ce qui est loin d'être acquis, et n'aurait pas des pays d'une taille économique suffisante pour sortir son économie de la léthargie. Et c'est ça la grande myopie de la géostratégie française, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire de ces anciennes colonies des espaces de co-développement mutuel et les a maintenus dans un état de dépendance qui est aujourd'hui en train de nous jouer de mauvais. Ok, alors, très bien. Professeur Abou-Dereb, donc là, clairement, la France, et chiffre à l'appui, perd des parts de marché en ce qui concerne son positionnement. Ben voilà, justement, ça me mène vers ma question. Son positionnement en Afrique, ses parts de marché ont été réduites à 4% sur l'ensemble du continent africain, tandis que la Chine, elle est à 18%. Ça, c'est clair et c'est prouvé avec des chiffres. Qu'en est-il du rôle aujourd'hui que peut jouer la France dans des crises qui minent le continent? Il y a bien sûr cette crise entre la RDC et le Rwanda. Le président français est resté très distant et puis voilà, pas clair en fait. Pareil pour la question, enfin, les deux crises ne sont pas semblables, ne sont pas comparables, mais encore une fois, à demi-mot, le président français ne veut pas se positionner. Pourquoi ce choix alors que il n'y a pas, c'est-à-dire que, d'autant plus que pour le Maroc, par exemple, hein, on ne peut pas envisager de faire du business ou de faire des partenariats économiques si la question, ou c'est une question centrale, n'est pas claire, ou le positionnement du partenaire n'est pas clair sur cette position centrale. Pourquoi la France est autant indécise? Indécise, voilà, merci. C'est cela. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses et de les approcher, mais d'abord, M. Macron incarne un système. C'est une France, on va dire, en renaissance, telle que souhaitée, parce qu'il est venu en 2017, à un moment crucial de son évolution. Il fallait un peu remeubler un peu, on va dire, l'espace public, l'édifice de l'État et ainsi de suite. Il avait aussi des ambitions par rapport à des problématiques qui le taraudaient, on va dire, des questions mémorielles. Et on a assisté à cela avec l'Algérie et même au niveau du Cameroun, puisque j'ai écouté son discours qu'il a tenu juste avant ce dernier périple qui a concerné 4 pays de l'Afrique centrale. Donc c'est un système. Il ne s'agit pas, à mon sens, uniquement de M. Macron, qui a son style. Le style, c'est l'homme, mais il n'y a de style que dans l'ordre et le mouvement. Ça, on le sait. Bon, parfois, il y a quelques phrases qui échappent. Je ne sais pas, je ne voudrais pas les qualifier de façon subjective et je le ferai un peu politiquement correct, mais je retiens également de ce clash avec M. Tshisekedi, le président de la RDC, quand il lui a rappelé qu'en fait, c'était Darmanin, ou plutôt le Drian. Le Drian, voilà. C'est pas juste de l'intérieur. Les noms se ressemblent. Des élections à l'africaine. Et il a répliqué, moi, de façon très courageuse, et c'est un signe en fait de changement de paradigme. Les pays du Sud aujourd'hui voudraient une relation d'égal à égal. Alors, je passe à un second niveau de l'analyse, la relation France-Afrique de façon générale, parce qu'il y a des Afriques, oui, mais au moins l'Afrique francophone, très complexe. Il y a un legs de l'histoire à apurer, un passé qui est toujours là, par rapport à beaucoup de pays. Néanmoins, nous assistons également à une recomposition du monde, comme dirait ou disait l'autre, basculement du monde, qui pousse la France, comme étant une puissance de taille moyenne, mais qui est membre du Conseil de sécurité, à chercher nolens volens, tant bien que mal, à préserver ses acquis, mais en reformulant, si vous voulez, un peu les termes de référence, parce qu'il s'agit aujourd'hui de parler de beaucoup de choses, comme le patrimoine culturel à restituer, comme la question de la jeunesse, comme la question de la transition énergétique, etc. Donc la France n'est pas seule aujourd'hui sur ce terrain-là, sachant bien que les projections tablent sur un continent africain qui va être un réservoir de croissance majeure. Et la France voudrait préserver, tant bien que mal, on va dire, sa place, même si elle a été écornée, émoussée depuis quelques années. Et cela tient à des conjonctures qui sont différentes. Parce que vous le savez, quand on parle de la Chine n'avance pas à la question des droits de l'homme ou la bonne gouvernance. Ou les Russes. Bon, les Américains ont leur approche à travers l'AGOA, on le sait, mais la France reste quand même collée, ancrée dans une vision européenne, une vision de la France, de la Révolution française, etc. Grosso modo, pour résumer, ce qu'on peut dire aujourd'hui,
qu'il y a une jeunesse africaine qui est aussi attirée par la France et par l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Donc une masse, si vous voulez, de la population qui, pour elle, la France constituerait toujours une sorte de modèle. Néanmoins, maintenant, il s'agit de jouer sur des claviers de façon très délicate. Et je sais que, de façon générale, la France profonde tente tant bien que mal de se repositionner sur l'échiquier africain qui devient de plus en plus mobile et surtout, ce sentiment anti-français, il résiste. Il y a des poches de résistance de ce sentiment anti-français. Oui, vous avez raison. C'est un repositionnement qui est quand même difficile et laborieux. Pourquoi ? Vous avez relevé la contraction des échanges commerciaux de la France avec l'Afrique, 4-5%. C'était 15% il y a 10 ans. C'était 25% il y a 20 ans. C'est bien de rappeler, oui, il faut le rappeler. Le comparatif avec le passé. Oui, la Chine, vous avez cité la Chine à bon droit, 18%. 18% des échanges de l'Afrique se font avec la Chine, sans parler de la Russie, sans parler de la Turquie, sans parler de l'Allemagne. L'Allemagne a surclassé la France pour ce qui est des échanges commerciaux. C'est quand même important à relever. La difficulté qui se présente, me semble-t-il, pour le président Macron, c'est de faire un choix cohérent entre les affaires, le business et en même temps une stratégie d'influence liée à un héritage, liée à un certain nombre de valeurs. Sur le plan des échanges, ça donne des résultats médiocres, on l'a vu. Sur le plan des valeurs et du référentiel idéologique et politique, c'est aussi problématique. Pourquoi ? Parce que la France a un discours, des postures sur la démocratie, les droits de l'homme, la situation de la justice, etc. Mais en même temps, dans sa pratique diplomatique, elle s'accommode à un certain nombre de situations qui ne confirment pas ses principes. On n'a pas beaucoup entendu la France pour ce qui est d'un certain nombre de mandats présidentiels renouvelés, triplés, à vie, etc. Je ne veux pas les citer, tout le monde le sait, etc. Et donc, c'est ça qui, finalement, pose problème. D'où cette visite à la limite en catimini à Brazzaville. Oui, à Brazza, mais venant après une visite dans des pays où la question démocratique reste posée. Elle reste posée chez Ali Bongo. C'est connu, c'est chez Denis Sassou Nguesso en République démocratique, et vous avez fait référence au Congo-Kinshasa, où il n'est pas venu pour prôner des valeurs, il est venu pour essayer de formuler un souhait de modération et d'équidistance, si je puis dire, entre Kigali, le président Kagame, le Rwanda, et le président Tshisekedi et Kinshasa. Peine perdue, pourquoi ? Parce qu'il y a un passif. Le passif, c'est quoi ? C'est le contentieux majeur qu'il y a entre le Rwanda, le président donc Paul Kagame, et le Congo. C'est lié à une zone territoriale qui est au nord-est du Congo, la zone Nord Kivu, qui est occupée par ce qu'on appelle le mouvement le M23. Le M23, ce sont des éléments d'une tribu qui ont des rattachements au Rwanda, qui font l'objet donc d'une mobilisation séparatiste, il faut bien le dire. J'ajoute qu'il y a une connexion majeure entre Paris et Kigali, le Rwanda, du fait de tous les efforts qui ont été faits par le président français en particulier, ça a été tenté par Hollande, ça n'a pas donné de résultats, etc., pour une normalisation des rapports. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incrimination de la France dans les massacres de 1994. Et ça, c'est structurant dans la mémoire collective du peuple rwandais. C'est quelque chose qui est là et c'est central. Alors, les gages qui sont donnés au président Tshisekedi n'ont pas été accueillis avec beaucoup de ferveur. Bien au contraire, il y a eu une mise au point du président congolais en disant vous êtes, je traduis, vous êtes pratiquement partie prenante. Vous ne faites pas grand-chose pour normaliser la situation. Il y a bien un cessez-le-feu qui devait être appliqué le 7 mars courant, mais il ne sera pas appliqué. Et donc, c'est un élément de conflictualité, c'est un élément aussi de rejet.
de rejet. Le discours du président Tshisekedi est quand même important. Regardez-nous autrement, en nous Oui, respectant, en ah nous oui, considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée toujours de savoir ce qu'il faut pour nous. C'est une claque. On n'a jamais vu un chef d'État français accueilli, traité de cette manière-là. Comme dirait l'autre, imagine ton général de Gaulle en Afrique te traiter de cette manière-là. Pas du tout. Et donc, ça montre quoi? Ça montre bien que les ambiguïtés de la politique française, et ça montre aussi le peu de crédibilité du président français comme chef d'État français pour toutes ces gesticulations, pour intéressant l'Afrique. Des mots très forts. Ah, je suis nuancé. Oui. J'ai dit le peu de crédibilité, c'est nuancé. Un temps soit peu. Bon, alors, bilan d'Emmanuel Macron, je pense qu'on a fait le tour de la question. Quid à présent du bilan de la visite du commissaire européen voisinage à Rabat. C'était donc la semaine dernière. Il a été reçu par notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, qui s'est félicité de la solidité des relations entre le Maroc et l'Europe, avec bien sûr un renouvellement de ce partenariat et de ce bon voisinage entre deux partenaires historiques, le Maroc et l'Union européenne. Un commentaire tout d'abord, Nabil Adel, sur cette visite, le contexte surtout dans lequel elle intervient, et éventuellement cette révision un peu des termes dans lesquels peut-être pourrait prendre ce partenariat à l'avenir. Je pense que l'attitude du Maroc en la matière est... Laissez-moi prendre un exemple historique pour clarifier à nos téléspectateurs. Vous savez, dans les années 50, début des années 60, aux États-Unis, on avait le choix entre deux partenaires au Moyen-Orient, Israël et l'Égypte. Le département d'État penchait pour Israël, le département de la Défense penchait pour l'Égypte. Et puis, de quoi on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que Israël créait des réalités qui étaient difficiles de dépasser, tandis que Nasser, c'était plus un phénomène vocal. Et donc, du coup, on a dû tourner vers Israël. Alors aujourd'hui, avec l'histoire, de quoi on se rend compte? Le Maroc fait sur le terrain. Il a beaucoup de cartes à faire jouer. Et donc, il devient incontournable. Parce qu'il crée des réalités objectives sur le terrain qu'on ne peut pas dépasser. Sur moult sujets. La lutte contre le terrorisme, le renseignement, la lutte contre les flux migratoires, l'économie, l'ouverture sur l'international, les infrastructures, la stabilité politique, la diversité économique, la tolérance, le discours équilibré, la stature de Sa Majesté dans le monde. Donc, ce sont des éléments objectifs qui vous forcent à venir discuter avec le Maroc. Quelle que soit votre position sur un sujet ou un autre, mais la réalité objective que le Maroc construit sur le terrain au jour le jour vous force à discuter avec nous parce qu'il est incontournable. Et donc, on a vu ça quand le Maroc a vu la crise avec l'Espagne, que l'Algérie a tout fait pour attirer l'Espagne. Ils ont même proposé une ligne maritime directe entre Nador et Bougie, si mes souvenirs sont bons. Mais l'Espagne s'est rendu compte que les réalités objectives sur le terrain sont du côté du Maroc. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des chapitres de tension avec l'Union européenne, mais quand les affaires et les intérêts sont posés sur la table, quand il s'agit de faire des choix raisonnables et raisonnés, le Maroc crée sur le terrain des réalités objectives qui est très difficile de trouver ailleurs. Oui. Et donc, c'est cette voie que le Maroc doit continuer à cultiver. Et du coup, quelles que soient les tensions qui peuvent se produire à court terme, on se dit c'est un partenaire qui est incontournable. Et on finit par revenir discuter avec nous parce qu'on parle le même langage, on parle de choses structurantes. C'est un acteur dont le mot pèse, c'est un acteur respectueux du droit international, c'est un État respectable et respectueux, c'est une économie qui est diversifiée, c'est une ouverture sur le monde qui permet à plusieurs milliers d'entreprises de venir investir au Maroc et de rapatrier leurs dividendes sans aucun problème. Donc, cette réalité objective qui fait que l'Europe, à un certain moment, est forcée de revenir discuter avec le Maroc.
Alors, vous avez utilisé le terme forcé à discuter avec le Maroc, forcé à... Moi, j'aimerais bien vous faire réagir, professeur Abou-Dahab, sur cette question de forcé et sur cette question du poids du Maroc, justement, dans la région. D'autant plus que notre ministre ou notre chef de la diplomatie, notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, formait, je cite, l'espoir de voir s'inscrire dans la durée cet état d'esprit positif et cette approche pragmatique caractérisant les relations entre le Maroc et la Commission européenne. Contre vents et marées. Comme vous l'avez dit, Madame Khadija, on posait la question d'abord du contexte. Il y a des dynamiques d'impulsion de ce partenariat d'exception qui ont été parfois bridées par certaines institutions. Peut-être nous y reviendrons, mais l'essentiel, c'est de garder le cap stratégique. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la déclaration politique de juin 2019 sur le partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée. Certes, il y a des impulseurs antécédents, hein, vous savez, la Conférence de Barcelone de 1995, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des instruments auparavant qui ont été mis sur les rails, entre autres opérationnalisation d'une zone de libre-échange en 2012 et au-delà, et ainsi de suite. Après la déclaration politique, en même temps qu'il y a introduit ce qu'on appelle le concept des 4 espaces qui devait structurer désormais la relation entre l'Union européenne et ses partenaires du Sud, dont le Maroc, considéré comme étant un modèle, il faut le souligner. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le volet ou l'espace sécurité politique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'espace économique. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le volet valeurs, c'est important. Le dernier, ce sont la connaissance, knowledge, et avec 2 aspects qui sont horizontaux, à savoir la protection de l'environnement et la migration. Donc il y a eu du travail qui a été mené par les institutions européennes, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le Conseil de l'Union européenne et tous les comités qui se sont penchés sur cette question, dont le Conseil d'association Maroc-Union européenne, d'ailleurs, qui avait tenu une réunion très importante, c'était en juin 2019. Que s'est-il passé en février 2021 ? En fait, pour fêter plusieurs années, plus de 20 ans, du lancement du processus de Barcelone, il était question d'implémenter, de sortir ce qu'on appelle le nouvel instrument ou le nouvel agenda de la Méditerranée qui comprend plusieurs volets. Vous avez ce qu'on appelle les volets horizontaux, il y a les volets qui sont verticaux. Exactement, le Maroc y a adhéré d'ailleurs, on s'en souvient, la visite de M. José Borrell. Est-ce que c'est la même dynamique de la visite que la visite entre la visite de José Borrell et la visite de M. Varhelyi la semaine dernière? C'est la même fonctionnalité, vous savez, parce que d'abord... Même fonctionnalité, est-ce que c'est le même ton? Je vais vous dire une chose. Et même dynamique entre les... Il y a des mandats qui commandent l'action de ces hauts fonctionnaires de l'Union européenne. Il y a, si vous voulez, une feuille de route qui est bien tracée, parce qu'il y a la reddition des comptes. Il faut donc, à ce moment-là, se conformer à ce qui a été déjà convenu de part et d'autre. Le Maroc y a adhéré, et un travail a été fourni, certainement, un travail de fourmi par le Maroc pour justement anticiper ces évolutions. C'est vrai qu'il y avait la séquence de la Covid-19 pratiquement 1 année et demie où tout était en panne, etc. Mais aujourd'hui, on assiste à une redynamisation remarquable. Le partenariat vert, le Maroc est le premier pays en dehors de l'Union européenne, en octobre 2022, à avoir contracté un partenariat vert, mais qui va servir aussi de modèle, non seulement pour le Maroc, mais pour les autres pays. D'ailleurs, on parle de la diplomatie de pont, le Maroc as bridge between Europe and Africa. Donc, ce qui fait, il peut également marketer l'expérience et par ailleurs jouer ce rôle de locomotive. Déjà, Madame Khadija, on peut imaginer les combinaisons intelligentes. Donc moi, je crois que ce qui s'est arrivé aujourd'hui, ce sont les concrétisations budgétaires et financières, ce qui a été déjà annoncé et convenu auparavant, parce que le commissaire à l'élargissement et bon voisinage, ce n'est pas sa première visite au Maroc. Il l'a eu déjà auparavant. Donc ce qui fait, nous sommes en moins d'un an. Accélération, parce que c'est un budget qui a été arrêté, qui s'étale jusqu'à 2027. Et je crois budget que le Maroc arrêté et voté par ce Parlement européen, rappelons-le. Alors, vous voulez que... Non, je veux juste voilà, préciser que ce budget-là, il est certes arrêté par la Commission européenne, voté par les parlementaires européens. Le budget dont relève ce genre de financement fait partie de ce qu'on appelle le cadre unique d'appui. C'est un budget qui a été étalé sur 6 ou 7 ans, septennat, je crois, c'est bien ça. Et donc, parce que même dans la politique publique, vous savez, ou les politiques comme sous-compartiment de la science politique, c'est vrai qu'il y a des éléments de conjoncture, mais généralement, ce sont des stratégies qui vont au-delà de la députation. Donc, ce n'est pas 5 ans qui vont brider
une vision stratégique qui s'étale sur 40 ans, 50 ans. Donc ça ne dépend pas du Parlement européen. Ce qui fait que, moi, je crois que, pour résumer, je vais utiliser une expression populaire, c'était une tempête dans une tasse de café, mais qu'il fallait quand même prendre en considération pour anticiper d'éventuelles évolutions. Stafa Sahmi, je vous vois vouloir réagir. Oui. Je n'ai pas besoin de vous poser la question que je voulais vous poser, mais je vous fais réagir et puis je Oui, la voilà, poserai je voulais plus tard. rebondir sur ce qu'a dit notre collègue de Casablanca, Nabil Adel, et ce qu'a dit également mon collègue ici, c'est Zakaria Abou Dahab. Il y a le socle des relations privilégiées entre l'Union européenne et le Maroc, qui tient à un certain nombre de facteurs connus, géostratégiques, on n'en a pas parlé, stratégiques, économiques, tout ça, c'est bien. Il y a un autre élément qui joue, qui donne une valeur ajoutée, me semble-t-il, à la position du Maroc à l'endroit de Bruxelles, c'est le leadership royal. Et je vais vous raconter, vous le savez sûrement, mais pour nos téléspectateurs de la nouvelle génération, les moins de 20 ans, prince héritier, Sa Majesté Mohamed VI a fait sa thèse de doctorat sur quoi? Coopération entre CE et l'Union européenne. La coopération entre l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, donc c'était pas restrictif. Donc déjà ça. De groupes régionaux. Et oui, mais déjà l'UMA avait cette vision et l'Union, c'est une thèse qui a été soutenue, vous savez, à l'université de Nice. Bien. Autre élément, prince héritier, le Smith Sidi, comme on dit, a fait un stage de 6 mois à Bruxelles, la Commission de Bruxelles, chez Jacques Delors. Pourquoi? Parce que le regretté souverain Hassan II avait tenu à ce qu'il voit sur place, indépendamment du travail académique, la thèse, il voit sur place comment fonctionne cette Union européenne. Donc, s'il y a quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir, de voir comment ça fonctionne et comment optimiser la coopération avec le Maroc, c'est bien lui. Sur ce plan-là, il y a ici, dès les 8 premiers mois de son règne à Paris, en mars 2020, il a fait un discours en mars 2000, tout à fait, à Paris, il a fait un discours tout à fait historique sur cette conception-là. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit nous sommes associés, bien sûr, etc., mais nous voulons plus que l'association et moins que l'adhésion. L'adhésion, vous ne pouvez pas être membre parce qu'il y a des contraintes multiples, etc. Et donc déjà, en mars, le passé académique, son stage de 6 mois à Bruxelles, plus sa première réflexion publique pour ce qui est des rapports de l'Union européenne, mars 2020 à Paris, témoigne bien qu'il avait déjà en tête ce qu'il fallait faire avec l'Union européenne et la participation du Maroc. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, la visite, c'est bien. Vous avez posé une question sur la différence de tonalité entre la visite. C'est ce que j'allais vous poser comme question, justement, entre Borrell et celle du commissaire chargé du voisinage. Voyez que je vous écoute. La visite de Joseph Borrell début janvier 2023 et celle de Olivier Varelli il y a quelques jours. Joseph Borrell, il a un statut particulier. Il est vice-président de l'Union européenne, ah oui, il faut le président, de la Commission, et il a en charge la diplomatie et les questions de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a du recul par rapport aux différents secteurs de coopération existants entre Bruxelles et le Maroc. Et c'est pour ça que il s'était permis d'ailleurs de relever lors de sa conférence de presse du 5 janvier courant, in fine, la question des droits de l'homme, etc. Il avait même fait référence à l'histoire du Maroc-Gate en disant que tolérance zéro. Comme si nous étions partisans d'une totale absence de tolérance, mais il avait fait passer quand même les messages. Je rappelle quand même que le même Joseph Borrell, en septembre dernier, dans une interview à une radio espagnole, avait posé, en réponse à une question, avait dit « Oui, mais il faut que les populations sahraouies soient consultées ».
Oui, ce qui était un pavé dans la mare dans un contexte particulier. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le dossier du Sahara marocain, c'est bien lui, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Donc il y a bien une différence de tonalité entre Joseph Borrell comme vice-président qui a du recul, qui a une approche plus globale de la politique extérieure de l'Union européenne, et le commissaire chargé du voisinage, Olivier Varilly. Pour autant, nous avons des accords importants, on va sûrement y revenir. Il reste quand même... Est-ce que c'est équitable sur tous les accords, sur tous les aspects de coopération? Est-ce que tous les aspects de coopération sont couverts de la même manière et atteignent quand même un statut assez avancé? Est-ce qu'on peut le dire sur tous les statuts, d'ailleurs sur les bases qu'a évoquées tout à l'heure professeur Aboudar? Oui, moi je dois dire que j'ai étudié ces accords comme vous. Il y a une carte, il n'y a pas un menu fixe. Il y a une carte qui se décline sur plusieurs secteurs. Il y a un programme Karama, vous savez, pour la protection sociale. Ah, vous parlez de ce qui a été signé. Et oui, ça est signé. C'est du concret. Oui. C'est la première fois qu'on voit l'Union européenne s'engager sur un programme de protection sociale avec un pays tiers, un pays Ah oui, c'est important. Il y a également le programme Terre verte, ça a été dit pour ce qui est de la transition verte. Et sur ce plan-là, nous sommes en première ligne, pionniers, puisque c'est le premier accord signé entre l'Union européenne et le Maroc pour ce qui est donc de l'hydrogène vert. J'ajoute un appui à l'administration publique, 50 millions d'euros, c'est pas rien. C'est pour la réforme de l'administration et sa modernisation. L'inclusion financière, j'ajoute un point, la question migratoire. C'est cela. L'Union européenne a fait enfin un effort portant sa contribution, cette fois-ci, à 152 millions d'euros. Auparavant, c'était entre 100 et 120 millions d'euros. Le Maroc a toujours considéré que l'aide européenne était insuffisante, qu'il fallait faire un gros effort. Avec quel argumentaire développé par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita? Nous ne sommes pas chargés d'assurer la sécurité des frontières européennes. Okay. C'est pas notre job, c'est pas dans nos fonds. Nous sommes chargés, nous avons un pouvoir régalien, d'assurer la gestion, la sécurisation de nos frontières. C'est à l'Union européenne à prendre les dispositions qu'il fallait. Je note d'ailleurs le différentiel entre l'aide apportée par l'Union européenne à la Turquie, 3 milliards d'euros par an. Et oui, ça continue. Tous les ans, il y a 3 milliards d'euros pour éviter qu'il y ait une invasion donc, d'un certain nombre de peuples, de réfugiés, etc. Donc nous en sommes là, ça nous coûte cher, il faut le dire, et les Européens ont pris conscience enfin qu'il fallait faire un geste dans ce domaine. Alors, qu'en est-il des gestes qu'a fait le Maroc, enfin, je vais dire des efforts colossaux qu'a fait le Maroc pour sortir de cette fameuse liste grise du groupe d'action financière et cet appel clair et sans équivoque du ministre des Affaires étrangères qui invite l'Union européenne à interagir rapidement avec cette nouvelle en retirant le Maroc de la liste grise de l'Union. Nabil Adel, un commentaire. Et comment ? Alors, rapidement, je voulais juste réagir sur cette histoire de régulation des flux migratoires. Pour dire deux mots, aujourd'hui, les 150 millions d'euros ne sont pas du tout suffisants pour endiguer toute la vague migratoire. Oui, évidemment, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on mette sur la table une rallonge budgétaire parce que, comme l'a rappelé le professeur Sahimi, à juste titre, le Maroc n'est pas le gendarme, pas le douanier de l'Europe et chacun doit contrôler ses frontières. Le Maroc le fait dans un geste de collaboration, de bon voisinage, mais il ne faut pas que le fardeau financier, qu'il supporte ce fardeau financier, d'autant plus que nous sommes un pays dont les ambitions de développement nécessitent une orientation des flux financiers vers des secteurs prioritaires. Donc je pense qu'une rallonge budgétaire que les officiels négocieront en temps opportun doit être discutée et le plus rapidement possible, surtout que la pression ira crescendo sur le Maroc. Pour revenir à cette histoire de liste grise, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de longue haleine. Les gens lisent le Maroc a été retiré de la liste grise, ils pensent que c'est un travail qui est facile. Non, au contraire, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Il faut une maturation du secteur financier, il y a des efforts réglementaires, des efforts en matière d'organisation, en matière de système d'information, en matière de formation du personnel. Et donc, c'est le genre de projets qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent beaucoup d'efforts, parce que vous changez toute l'organisation de votre circuit financier pour l'orienter dans le sens souhaité. Aujourd'hui, le Maroc, qui a été enlevé de cette liste grise, ne peut que s'en féliciter parce que ça va avoir un impact
important, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que le Maroc fait sur le terrain. Il impose des réalités objectives sur le terrain qui forcent les partenaires à discuter avec lui, même si le terme peut sembler contradictoire, forcer quelqu'un à discuter, mais bon, c'est la réalité des relations internationales. Aujourd'hui, plus vous investissez sur des choses, une réalité objective, infrastructure, développement économique, renseignement, sécurité, plus vous augmentez les cartes qui vous permettent de négocier avec vos partenaires, et c'est tant mieux. Donc, c'est ça la géopolitique. Maintenant, sur cette liste grise, le ministre Borrell a raison d'inviter l'Union européenne à aller dans ce sens. Mais ce qui est important pour un téléspectateur, c'est de savoir que c'est le genre d'initiative qui permet d'abord de rassurer les investisseurs internationaux, parce que le Maroc devient un pays, d'un point de vue financier, pas politique, d'un point de vue financier stable, où on peut faire des affaires d'une manière saine et crédible. C'est le genre d'indicateur auquel les investisseurs internationaux font très attention. Même les marchés financiers, dans leur notation, et qui va se traduire par le coût que vous payez sur votre dette, vont regarder ces éléments avec beaucoup d'attention, et qui fait que le Maroc progresse dans les radars des investisseurs internationaux. Si aujourd'hui, l'OCDE ouvre un bureau à Rabat, un desk marocain à Rabat, et l'OCDE, c'est un club de pays très riche, ça veut dire que le Maroc est en train d'avancer très sereinement vers le club des pays avancés. Donc, il y a encore du travail à faire d'un point de vue économique, d'un point de vue institutionnel, infrastructurel, mais la tendance est là. Oui. Donc, ce genre d'initiative, telle que la liste grise, telle que tout ce dont on vient de passer, le partenariat est renouvelé avec l'Europe, consacre cette nouvelle réalité que le Maroc a mis 20 ans à construire sur le terrain, et aujourd'hui, il en fait le début. Juste un chiffre, hein, puisque vous parliez tout à l'heure du flux des flux migratoires illégaux vers l'Europe. Le Maroc dépense un demi-milliard d'euros par an. Hein. On est très loin de justement cette aide, ou en tout cas cette enveloppe qui a été annoncée. Et effectivement, vous faites bien de rappeler que ce n'est pas suffisant, alors que ce ne sont pas des appels comme ça à l'aide, mais bien au contraire au partenariat pour gérer un challenge qui est commun entre le Maroc et l'Union européenne. Mais Moustapha Sahimi, vraiment rapidement... Rapidement, oui. Est-ce que vous m'autorisez à renverser la table? Comment? Est-ce que vous m'autorisez à renverser la table pour dire deux choses? Oui. La première, cette histoire du Gafi est posée depuis 2018 au gouvernement marocain. Qui était chef du gouvernement en 2018? Il faut bien le dire, c'est des faits, c'est le gouvernement. Eh oui, donc c'est un travail qui n'a pas été fait, c'est un travail qui n'a pas été fait, qui a traîné. C'est une bonne affaire que cette sortie de la liste grise du Gafi, il faut le relever. Par ailleurs, deuxième élément, ce Gafi qui est si prompt à imposer des règles aux autres, etc., comme j'aimerais qu'il accorde autant d'intérêt à des pays qui devraient relever normalement de la liste noire. Luxembourg, Chypre, Liechtenstein, Andorre, les îles les îles anglo-normandes de Guernesey, sans parler de tout ce qui est fait comme blanchiment d'argent par les grands groupes du CAC 40 et ailleurs dans les paradis fiscaux, aux îles Caïmans, les Bahamas, etc. Donc il y a là un différentiel de traitement. Ils sont extrêmement exigeants et rigoureux à notre endroit. Et bon, ça va au-delà de ce qu'on veut faire et ça nous donne un atout parce que c'est un élément qui est pris en compte pour le risque pays, pour le climat d'investissement, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut lancer le pavé de l'autre côté en disant pourquoi vous êtes si peu regardant pour ce qui se passe dans des pays européens qui sont membres de l'OCDE. Voilà pourquoi je voulais intervenir. Bon, alors, on parle ici aussi d'un partenariat tripartite Maroc, UE, Israël. Sous quelle forme devrait prendre ce partenariat à l'avenir, Zakaria Bouddahab?
Alors, cette fois-ci, peut-être, je vais même donner un témoignage pour lequel on était invité. D'ailleurs, précisément réfléchir sur la triangulation. Il y a du travail qui a été mené auparavant. Vous savez, à partir de décembre 2020, avec cette fameuse déclaration tripartite, supervisée notamment par les États-Unis, le Maroc a multiplié donc les initiatives avec Israël, dans le sens où il fallait donner du contenu à ce partenariat. Mais n'oublions pas une chose importante. Israël fait partie également du processus de Barcelone, comme d'ailleurs la Libye, la Mauritanie, l'Algérie. Bon, quoique la Mauritanie appartient plus aux États dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, d'accord. Quand on parle du partenariat euro-méditerranéen, on parle également du partenariat oriental, qui inclut la Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, etc., avec plus d'avantages en termes de mobilité. Parlant d'Israël, il fait partie du partenariat euro-méditerranéen. Donc la multiplication, on va dire, des initiatives dans ce cadre-là est tout à fait possible. Et même les accords conclus le permettent. On peut citer quelques exemples qui incitent les pays appartenant au flanc sud de la Méditerranée à collaborer ensemble avec l'Union européenne, avec des financements, des appuis techniques, un accompagnement en termes d'expertise, etc., etc. Ceci dit, aujourd'hui, il y a des questions qui ont été identifiées comme porteuses, on va dire, de développement, pour l'intérêt bien compris de toutes les parties contractantes, la question de l'eau, l'agriculture, la digitalisation, la recherche-développement, etc., etc. Et je crois que durant cette visite, la dernière visite du commissaire européen à l'élargissement et au voisinage, eh bien, il était question d'activer cette triangulation dans le sens où l'Union européenne a identifié 2 pays pivots appartenant à la région MENA, Middle East and North Africa, et qui permettent probablement de jouer également le rôle de locomotive pour attirer d'autres pays et les intégrer dans une problématique d'intégration, on va dire gagnant-gagnant pour reprendre un peu une terminologie moderne. Donc, ce qui fait que lorsque l'Union européenne traite de ces questions-là en parfaite coordination avec le Royaume du Maroc, c'est sur la base d'un capital qui a été engrangé rapidement et qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la coopération économique et sectorielle, le plus important, c'est de contribuer à construire la paix au Moyen-Orient. Vous savez, le processus de Barcelone, le point de départ, c'était quoi? Le dialogue politique renforcé, c'est intégrer, entre autres, Israël dans la normalité et permettre aussi à des pays d'abandonner, on va dire, des instincts d'agressivité. D'ailleurs, la Syrie est aujourd'hui suspendue de ce partenariat en raison de ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est imaginer une sorte d'articulation d'initiatives. Il y a la triangulation, mais il y a également d'autres possibilités offertes par ce partenariat. Rapidement, avec un élément d'agenda qui peut-être est intéressant. Voici une quinzaine de jours, lors du sommet de l'UA d'Addis Abeba, il y a eu donc une mesure d'exclusion de la représentante israélienne. Et vous savez qu'Israël a un statut d'observateur au sein de l'UA, etc., dans des conditions... Qui n'a pas été confirmé selon... Mais pour l'heure, elle est dans les tablettes. De l'Union africaine. C'était en instance. Mais sur le plan protocolaire, elle est inscrite. Et d'ailleurs, l'argument invoqué par les organisateurs d'Addis Abeba à l'initiative d'Algérie et d'Afrique du Sud, c'est de dire que c'était l'ambassadeur qui était invité et pas la directrice du département Afrique. Oui, bon. C'est sur ce plan-là, parce que l'ambassadeur présent n'aurait pas pu être exclu de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette mesure d'exclusion, et une vingtaine de jours après, voilà le Maroc qui revient avec une proposition constructive d'un schéma de triangulation entre l'Union européenne et le Maroc et Israël. Je puis vous dire que cette question n'a pas été arrêtée dans la précipitation, elle fait l'objet d'une réflexion depuis des mois et des mois. C'est une valeur ajoutée pour Israël. Pour qui? Voilà. Pour Israël, parce que ça lui permet de s'introduire dans le champ commercial, économique, régional et en même temps politique. C'est également un plus pour le Maroc, parce que le Maroc, il apporte quelque chose à ce processus-là qui est en train de se construire entre les 2 rives de la Méditerranée, vous l'avez dit, mais aussi entre l'Union européenne
et le Maghreb, pour l'instant, il est ce qu'il est, le Maghreb, le Maroc et l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire, et je pense que ça aura des effets cumulatifs et pour Israël en termes diplomatiques et économiques, et pour l'Union européenne, parce que ça va l'aider à normaliser la place et le rôle d'Israël dans l'espace méditerranéen régional. Et c'est également l'expression d'un dynamisme et d'une capacité de mobilisation du Maroc sur ce plan-là, qui a une feuille de route, c'est-à-dire un partenariat avec tout le monde, et un partenariat renforcé avec l'Union européenne et en même temps avec l'État d'Israël. Merci beaucoup, Mustapha Srimi. Merci, professeur Boudaheb. Et merci à vous également, Nabil Adel. Merci. Avec plaisir. D'avoir enrichi ce débat comme c'est une habitude d'ailleurs avec vous tous, messieurs. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.